France Info et France 24 présentent Bonjour, alors qu'elle fait rage sur terre et dans les airs, la guerre en Ukraine se joue aussi en mer. C'est même l'un des principaux enjeux, l'accès au port ukrainien, celui d'Odessa où s'entasse l'essentiel des céréales ukrainiennes, une arme alimentaire dont Volodymyr Zelensky accuse ni plus ni moins la Russie de jouer en toute impunité. Le président ukrainien l'a dit, c'était cette semaine devant les pays de l'Union africaine. Écoutez. L'Afrique est prise en otage. Il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Il ne s'agit pas d'une crise, c'est une guerre brutale. À l'heure où les cours flambent sous l'effet de la pénurie, comment lever le blocus imposé par la Russie aux navires marchands d'Odessa? On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde, dans tous ses états. Avec vous, amiral Michel Olagaray, bonjour, ancien commandant de l'école navale. Mais d'abord, Florence Steele, décrivez-nous donc où en est la situation dans les ports ukrainiens. Pour bien comprendre le blocus russe, il suffit d'observer une carte. Regardez, actuellement, les Russes ont le contrôle ici de la mer Noire, mais aussi plus au nord de la mer d'Azov. Ils bloquent ainsi les ports ukrainiens d'Odessa, de Mykolaïv, de Kherson ou encore de Mariupol. Actuellement, une cinquantaine de bâtiments russes sont positionnés au large de l'Ukraine, hors de portée des missiles ukrainiens. Alors plus au sud, cette fois, à l'est de la Turquie, les détroits du Bosphore et le détroit des Dardanelles sont eux aussi fermés aux bateaux de guerre depuis le début du conflit. Ce sont des verrous stratégiques. Ces détroits ont été fermés par ce pays. Regardez, la Turquie qui se pose en arbitre du conflit. Ils ont tout simplement mis en application un traité signé en 1936, la Convention de Montreux. Et depuis, aucune marine de guerre étrangère ne peut pénétrer dans la mer Noire. C'est cela que tente de faire la Russie de Vladimir Poutine, amiral Olagaray, affamer la planète pour contraindre les Occidentaux à lâcher l'Ukraine? Alors, je ne suis pas sûr du tout que c'est ce qu'il cherche. D'abord, il cherche à étrangler l'Ukraine, avant tout. Après, si vous voulez, je ne sais pas si ça a été délibéré, mais le fait que le reste du monde ne soit plus alimenté en céréales ukrainiennes est peut-être un effet secondaire. Mais de toute façon, Vladimir Poutine avait prévu de prendre l'Ukraine, manifestement, et sa guerre éclair a échoué sur Kiev et donc a échoué sur l'Ukraine tout entière. Il s'est recentré maintenant sur la guerre du Donbass, mais pour l'Ukraine, la partie maritime de son territoire, et en particulier autour d'Odessa, est absolument essentielle à la fois pour son avenir et aussi pour l'avenir à court terme, en termes de négociations qu'il devrait pouvoir s'ouvrir un jour, on ne sait pas quand, avec la Russie. L'Ukraine aujourd'hui a perdu l'accès à l'essentiel de ses côtes? Alors, la mer d'Azov, maintenant, est une mer privatisée. C'est une mer qui fait 36 000 km². Elle est russe maintenant. Sur la totalité de la mer Noire, qui fait à peu près 400 000 km², qui est, si on le garde dans l'esprit, à peu près 1000 km en large, d'est à ouest, et 600 km entre l'Ukraine et le Bosphore. Donc, il y a une zone, si vous voulez. La Russie s'est appropriée une zone, et une zone de guerre et de surveillance avec l'Ukraine. Le reste étant ouvert normalement à la navigation. Car il n'y a pas que les navires russes, il y a aussi des navires de guerre et de commerce qui appartiennent à la Roumanie, à la Bulgarie, éventuellement à la Géorgie aussi, et essentiellement à la Turquie, bien sûr. Donc cette mer est encore très sillonnée par un trafic commercial en particulier, et un peu militaire, parce que quand même les marines militaires, sauf celles de la Turquie, sont minimes. Le blocus de ces ports, Josep Borrell, pour l'Union européenne, parle de crimes de guerre. C'est bien cela? C'est très difficile. Crime de guerre, vous savez, il faut que ce soit documenté, et puis il faut que ce soit déclaré par une institution juridique. Le judiciaire est essentiel. On ne peut pas utiliser les mots de crime de guerre, de génocide, de crime contre l'humanité d'une façon aussi facile que nous le faisons maintenant. Bien sûr, il y a des horreurs. Et bien sûr, la télévision nous permet d'accéder au plus proche de ces horreurs, car la guerre est une véritable horreur. Les militaires le savent. Vous savez, les militaires ne font pas la guerre pour le plaisir. D'abord, ils savent qu'ils ne la gagnent pas, ils peuvent la perdre, mais elle se gagne après, lorsqu'il y a des négociations et des traités. Donc, si vous voulez, je resterai très prudent dans la définition de ce domaine, qui n'est pas de mon domaine d'ailleurs, mais soyons prudents quand même. Ne montez pas au paroxysme comme dans tous les domaines, dans celui-là comme dans d'autres.
Il faut faire vite en tout cas, avant la prochaine récolte, vider les silos de 25 millions de tonnes de céréales qui s'y entassent actuellement avant qu'ils ne pourrissent, en permettant aux navires marchands armés à quai de prendre le large. Odessa, comment rouvrir à tout prix? C'est un sujet d'Anne-Claire Poignard pour France Télévisions. Un port ukrainien sous blocus russe, 25 millions de tonnes de céréales immobilisées. La guerre en Ukraine fait craindre une crise alimentaire mondiale. Enjeu de pouvoir, Odessa, comment rouvrir à tout prix? Sur les bords de la mer Noire, Odessa, avant la guerre, c'était la porte de sortie du grenier de l'Europe. Le président ukrainien réclame l'aide des Occidentaux pour reprendre les exportations. Nous soutenons une solution de couloir de transport sûr, un corridor maritime composé des navires de nos partenaires. Car cette route commerciale stratégique est aujourd'hui bloquée par la flotte russe en mer Noire, mais elle est aussi devenue impraticable en raison des mines disposées par l'Ukraine pour empêcher les Russes d'arriver par la mer. Pour ouvrir Odessa, Russes et Ukrainiens se renvoient la balle. Si Kiev est prête à nettoyer les mines, nous sommes prêts à coopérer pour résoudre le problème. Si nous déminons, nous perdrons nos lignes de défense en mer. Dans cet épineux dossier, la France a proposé son aide pour lever le blocus. Mais faire passer des bateaux dans cette zone suppose au préalable de déminer, une opération délicate. Les difficultés sur une telle opération sont qu'on ne dispose pas du plan de minage. Donc on ne sait pas exactement comment les mines ont été mouillées, on n'en connaît pas la quantité, on ne connaît pas la densité du champ de mine. Et il est évident que plus la densité du champ de mine est importante et plus les opérations seront longues. Face à la flotte russe, les Occidentaux peuvent-ils garantir la sécurité des bateaux de commerce? C'est l'autre enjeu de la levée du blocus d'Odessa. C'est elle, la Turquie, qui maîtrise l'accès à la mer Noire en vertu de la Convention de Montreux. Elle dit pas de navires de guerre par les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Elle est aussi intransigeante envers les bâtiments russes. Alors, elle est aussi intransigeante, effectivement, envers les bâtiments russes. Elle a autorisé, enfin, avant de fermer ces détroits, il y a une certaine quantité de bâtiments russes qui ont rallié la mer Noire venant de la flotte du Nord, etc. Parce que, bien sûr, la Russie préparait son coup largement à l'avance. Il y a donc eu des bâtiments amphibies en particulier, et ça, c'est intéressant pour Odessa et pour le minage. Et puis, il y a eu 2 sous-marins qui sont entrés. Donc, un certain nombre de bâtiments sont entrés. Maintenant, les détroits sont fermés. La Convention de Montreux stipule qu'effectivement, les bâtiments de guerre, à partir du moment où la Turquie a le droit de fermer ces détroits, et elle en a le droit d'après les termes de la Convention de Montreux, eh bien, il ne peut plus y avoir d'autres mouvements de bâtiments, sauf de bâtiments de guerre de pays riverains. Donc, Roumanie, etc., Géorgie et Bulgarie peuvent passer par là. C'est un acteur réellement neutre dans ce dossier, la Turquie, fiable? Alors, c'est très difficile. Vous savez, vous avez l'équilibre statique et l'équilibre dynamique. L'équilibre statique, c'est quand rien ne bouge, on n'a rien fait, et là, on est en équilibre. Équilibre dynamique, c'est quand vous avez par exemple la Turquie qui a fourni des drones Bayraktar extrêmement efficaces à l'Ukraine, que la Turquie a descendu un avion russe et puis pour équilibrer tout ça a acheté des missiles solaires S-400 à la Russie. Donc il y a des mouvements de chaque côté. Cet équilibre dynamique est beaucoup plus difficile à maintenir, surtout que la Russie souhaite que les négociations se passent sous son autorité, sous son ombrelle, sous son parapluie. La France, on vient de l'entendre, a offert ses services. En quoi peut-elle aider à dénouer la crise? Quelle est l'expertise française? Alors l'expertise française en termes de guerre des mines et de déminage est tout à fait remarquable et reconnue en Europe. D'ailleurs, nous coopérons avec des marines, en particulier néerlandaises, belges, etc., pour développer ces capacités. Alors, ces capacités ont beaucoup évolué, puisque la guerre des mines aussi a beaucoup évolué. La mine que vous avez montrée, c'est une mine à Orin, c'est-à-dire que vous avez un crapaud, un bloc de ciment, avec un filin qui soutient un flotteur où il y a des explosifs et des cornes, telles que vous avez vu, qui dépassent la mine, qui, lorsqu'elles sont heurtées par un engin, par un bâtiment, se brisent et puis produisent une explosion. Mais il y a aussi des mines beaucoup plus perfides, avec des mines qui sont posées sur le sol. Il y a même des mines qui peuvent lancer des petites torpilles. Donc une technologie à laquelle je ne suis pas sûr que l'Ukraine ait déjà eu accès, à laquelle la Russie a largement accès, puisque c'est dans la guerre du glaive et du bouclier, vous avez guerre et contre-mine qui se développent. Donc, la France a une expertise
tout à fait remarquable, les Américains bien évidemment aussi, et les Européens en général ont formé assez souvent des groupes de guerre des mines qui seraient susceptibles de pouvoir intervenir dans ce domaine-là. En tout cas, sur la situation en Ukraine et la manière dont les céréales ukrainiennes sont prises en otage par la Russie, on fait le point à Dnipro pour France Télévisions avec Lise Vogel. Et bien sur le fleuve Dnipro que vous voyez derrière moi, les conséquences de la guerre sont bien visibles parce que le fleuve est totalement désert alors qu'auparavant il était un axe important pour le transport de marchandises et notamment de blé ukrainien. Mais depuis le début de la guerre, plus aucun navire ne peut passer ici. Seuls les navires militaires passent encore sur ce fleuve et ça s'explique parce que ce fleuve, comme tous les ports en Ukraine, sont des cibles stratégiques et Kiev craint des frappes russes à ces endroits, exactement comme à Odessa où Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a expliqué qu'aucune garantie n'est donnée concernant le fait que Moscou ne tentera pas d'attaquer encore ce port. Et d'ailleurs, à propos des mines, eh bien, Kiev se refuse pour l'instant à déminer le port d'Odessa, craignant une invasion russe par la mer Noire. Alors ici, le sujet est largement discuté au quotidien. La presse ukrainienne rapporte qu'une réunion pourrait se tenir la semaine prochaine à Istanbul, en Turquie, avec des représentants de l'Ukraine, de la Russie, des Nations Unies et de la Turquie pour évoquer le problème des exportations ukrainiennes gelées et tenter de trouver une solution. Amiral Olagaray, les Ukrainiens ont raison de s'opposer au déminage de leurs côtes. Les Russes en profiteraient, ils seraient forcément envahis ? Non. Non, parce que déjà, pour envahir un pays, pour mener une opération amphibie, il faut une tête de pont. Et c'est à cela que servait l'offensive de l'armée de Crimée qui se dirigeait sur Odessa et qui a été stoppée à Mikhaïev. Donc, pour l'instant, je crois qu'il n'en est pas question. Ensuite, si vous voulez, il y a des armes maintenant anti-navires sur la côte d'Odessa, les harpoons américains qui ont été au départ d'ailleurs fournis par le Danemark. Donc là, il y a manifestement semble-t-il, une faible possibilité de débarquement de vive force. Autre condition imposée à ces corridors sécurisés, escorter les navires de marchandises, un effort militaire trop important, estime le chef d'état-major américain, le général Milley. Trop important d'après vous ? Mais de toute façon, il ne s'agit pas d'escorter des gens, il faut que ça se fasse en accord avec la Russie. Si la Russie n'est pas d'accord, on ne va pas escorter pour défendre de vive force des convois. Ça n'est pas possible et pas envisageable. Il faut qu'il y ait donc un accord formel, politique, qui soit établi par la Russie et que, grosso modo, la Russie soit aussi une garantie. Alors, bien sûr, les garanties russes, on sait ce que ça vaut, hein, mais soit aussi une garantie avec des forces occidentales pour permettre le passage de ces convois, qui par ailleurs devrait être très spécifique, puisqu'il faut que ces convois soient assurés et que là, les assurances Lloyds, en particulier en zone de guerre, n'assurent plus. L'armée ukrainienne est pourtant parvenue à détruire le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, le croiseur Moskva, ainsi que le navire de débarquement Orsk, pas suffisamment pour réduire les capacités navales de la Russie ? Mais suffisant pour les éloigner de terre. Pour les éloigner justement d'Odessa et pour rendre plus difficile toute opération combinée sur Odessa. D'ailleurs, maintenant, on peut penser que Moskva va remplacer Potemkin, le cuirassé Potemkin, dans l'imaginaire ukrainien en tout cas. Ils ont remporté le dernier concours de l'Eurovision de la chanson. Les Ukrainiens du groupe Kalush Orchestra viennent de dévoiler leur clip fait d'images de guerre et des atrocités subies sur le champ de bataille. Et c'est déjà la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Rendez-vous dans quelques minutes, juste après un journal sur France 24. Info et France 24 présente Suite du Monde dans tous ses états. Comment éviter une crise alimentaire mondiale ? Comment permettre au blé ukrainien de sortir du pays ? On continue d'en parler avec vous, amiral Michel Olagaray, ancien commandant de l'école navale. Et l'enjeu, faut-il le rappeler, c'est 12% du blé mondial, 15% du maïs et 40% de l'huile de tournesol. Comment contourner ce blocus, si ce n'est par la mer, peut-être par la voie terrestre, Florence Thiel ?
seule solution pour contourner le blocus maritime, eh bien, c'est de transporter les céréales par la terre ou par le fleuve vers un pays voisin, comme par exemple la Roumanie. Donc soit par le fleuve, mais c'est très coûteux, soit par des trains. Alors cette deuxième solution, elle existe déjà, mais elle présente plusieurs désavantages. D'abord, concernant les quantités transportées, un cargo en mer peut acheminer plusieurs milliers de tonnes de céréales. Il faudrait plusieurs dizaines de trains pour pouvoir transporter l'équivalent. Et puis surtout, ce transport en train reste assez complexe, notamment en raison d'un manque d'infrastructures. De nombreux wagons sont bloqués, parfois plusieurs semaines aux frontières. C'est aussi un défi logistique, car il faut transvaser ces milliers de tonnes de céréales. Et enfin, c'est un défi technique, notamment en raison des écartements des rails qui ne sont pas les mêmes selon les différents réseaux ferroviaires des pays. Ouvrir plus largement la voie terrestre au blé ukrainien, ce serait aussi un moyen de contraindre les Russes à lever plus rapidement le blocus maritime. Cela réduirait leur pouvoir de négociation, Amiral Olagaray. Ça réduit légèrement. Parce que, comme l'a souligné ce reportage, on voit bien qu'il y a une très forte limitation. D'abord, les ports comme Golysie, par exemple, auxquels on peut accéder par voie ferroviaire, une voie ferroviaire qui est en train d'être remise en état actuellement. Ce port fluvial est à peu près est très encombré, donc il est très difficile de transporter les 50 trains, par exemple, qui permettraient de transférer l'équivalent d'un bateau. Donc, si vous voulez, c'est quand même extrêmement difficile, mais c'est peut-être pour cela et pour l'aide que pourrait apporter l'Union européenne à la Roumanie que le président roumain était présent avec les autres chefs d'État, dont le président de l'Union européenne, à Kiev dernièrement. Et oui, face au blocus d'Odessa, tous les moyens sont bons pour faire sortir les marchandises. Par train, on vient de le voir. Par camion aussi, vous venez de l'évoquer, par fleuve, même le Danube, dont le delta n'est qu'à 300 km au sud d'Odessa. Même si, vous allez le voir, la route est encore longue pour faire vers du fleuve une véritable alternative à la mer Noire. Reportage pour France 24, signé Gulliver Krag. Malgré la guerre, l'Ukraine prévoit de récolter cette année 50 millions de tonnes de céréales. Pourtant, ces silos à grains stockent encore les récoltes de l'année dernière. Il ne reste que 3 semaines avant la nouvelle récolte, et pourtant certains de nos silos sont complètement pleins. Il y a plus ou moins 7000 tonnes dans celui-ci, soit l'équivalent de 2 trains, et le chargement prend du temps. Nous allons donc devoir trouver d'autres solutions de stockage. Le réseau ferroviaire européen n'a pas été conçu pour acheminer hors du pays les produits agricoles ukrainiens. Sa capacité est limitée. Victor discute des alternatives possibles avec l'un des gérants. Nous avons un peu changé notre stratégie de vente. Avant, je cherchais un acheteur, puis je m'occupais de la logistique. Maintenant, nous confirmons d'abord le transport, puis nous cherchons un acheteur. Mais regardez, j'ai ces contrats. Ça, ce sont les volumes. Le lendemain, 5 camions arrivent. Ils ne pourront transporter que 25 tonnes chacun, une infime partie du stock. Pour exporter toutes les céréales actuellement entreposées en Ukraine, il faudrait 1 million de ces véhicules. Nous envoyons actuellement quelques chargements par camion à la frontière terrestre de l'Ukraine. Normalement, en temps de paix, tout devrait être acheminé par train et directement vers les ports maritimes. Mais les ports maritimes ukrainiens sont soit occupés, soit bloqués par la Russie. Des dizaines de cargos sont immobilisés depuis février. Quelques bateaux naviguent encore tout de même dans les eaux ukrainiennes, sur le Danube. 4 millions de tonnes de céréales ont pu quitter le pays par cette voie. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de filmer les ports fluviaux de Reni et Ismail, aujourd'hui très actifs. Les navires viennent de Sulina en Roumanie. Soit ils remontent directement vers les ports ukrainiens, soit ils récupèrent des cargaisons dans les ports roumains de Galați et Brăila avant de repartir. Nous allons gagner la guerre, et tout le monde aura ses céréales. Pendant ce temps, au large des côtes roumaines, une centaine de navires attendent de pouvoir accéder au Danube. Ce qu'on vient de voir là, pour réussir, ça suppose, Amiral Olagaray, un bouleversement de toute la chaîne logistique. Alors c'est un bouleversement de la chaîne logistique, mais il y a d'autres bouleversements qui se profilent également. Par exemple, il se trouve que ces dernières années, avant l'ère Trump bien sûr, les États-Unis fournissaient des millions de tonnes de céréales à la Chine. Et depuis cette grande entente robuste, entre guillemets d'ailleurs, entre la Chine et la Russie, eh bien c'est la Russie
qui fournit des millions de tonnes de céréales à la Chine, et la Chine qui devient le premier importateur de céréales russes. En éviction du blé américain, donc. Exactement. Ce qui fait que le blé américain, lui, n'ayant plus preneur en Chine, se retrouve aussi sur le marché. Donc, peut-être que, il faut quand même s'adresser à des spécialistes, peut-être que cette pénurie alimentaire n'est que pour l'instant une réaction à un faux-semblant et un paroxysme, là encore, si vous voulez, de cette guerre. Si on regarde comment est le marché, il y a moins de blé, bien entendu, mais le blé russe semble avoir remplacé le blé américain en Chine. Or, la Chine est encore en croissance. La Chine aura de plus en plus besoin de blé, de pétrole, etc. Donc, c'est le même problème pour l'énergie. Et les États-Unis devront trouver des débouchés. Je crois qu'on peut leur faire confiance dans ce domaine-là. On vient de voir en tout cas l'énorme capacité de production de l'Ukraine en matière de céréales. Si demain l'Ukraine venait à rejoindre l'Union européenne, comme beaucoup semblent le souhaiter, ça ferait un bouleversement du marché. Ça explique aussi que les pays européens souhaitent prendre leur temps. C'est une des raisons, si vous voulez. Pour qu'un pays rejoigne l'Union européenne, il lui faut satisfaire à un certain nombre de conditions, thème par thème, qui sont très nombreuses, très difficiles, et en particulier des conditions normatives. On voit souvent ça comme de la paperasse. Et de qualité. Eh bien non, c'est aussi de la concurrence. Car si le blé ukrainien, qui est produit à assez bas coût, venait à se déverser sur l'Europe, on pose simplement une question. Les céréaliers français, qui sont parmi les premiers de l'Europe, quel serait leur sort? Comment pourraient-ils concurrencer ce blé? Il faut donc d'abord s'assurer que ce blé sera aux normes européennes. Il faut ensuite s'assurer que la concurrence sera équitable, en particulier pour la France. Cette production ukrainienne, en tout cas, c'est avant tout un enjeu pour l'Afrique. Le blé, les céréales au nord, les engrais au sud. C'est tout un continent qui dépend des approvisionnements en provenance d'Ukraine. Président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall l'a dit à Vladimir Poutine. Il était le 3 juin à Moscou. Elimane Daou, vous qui êtes à Dakar pour France 24 au Sénégal, y a-t-il d'autres solutions si le blé ukrainien n'arrivait pas ? Écoutez, Raphaël, au Sénégal, les autorités ont plutôt un discours rassurant. Nous n'avons pas de pénurie, nos commandes sont satisfaites, nous a informé le directeur du commerce intérieur du Sénégal que nous avons joint au téléphone. Il nous a précisé que les bateaux en provenance de France et même de Russie remplis de blé continuent d'accoster au port de Dakar. Le Sénégal a ainsi pu importer depuis le mois de février, c'est-à-dire depuis l'éclatement de la crise en Ukraine, pas moins de 180 000 tonnes de blé et 85 000 juste pour le mois de février. La consommation mensuelle de blé au Sénégal est estimée à environ 60 000 tonnes. Et face à l'inflation du blé qui est passée de 325 € la tonne à 500 €, l'État du Sénégal applique une politique de subvention en supportant le gap pour que les consommateurs ne ressentent pas trop la hausse. Pour combien de temps cela peut encore durer, on ne sait pas encore. Le Sénégal souhaiterait en tout cas que la crise s'arrête une bonne fois pour toutes en Ukraine, comme l'a maintes fois affirmé le président Macky Sall, qui est en même temps président en exercice de l'Union africaine. De nombreuses voix, parmi lesquelles des boulangers et experts agronomes, sont toutefois montés au créneau ces derniers mois. Ils fustigent la dépendance du Sénégal vis-à-vis du marché extérieur. La balance commerciale du Sénégal est largement déficitaire. Ils plaident pour l'utilisation des céréales locales comme le mil, le maïs ou encore le sorgho. La seule manière, selon eux, pour parvenir à une sécurité alimentaire durable au Sénégal. Pas de problème d'approvisionnement pour l'heure, mais les prix montent. Vous craignez que cela ne suscite des troubles ailleurs qu'en Ukraine ? Alors, je ne suis pas un spécialiste, bien sûr, de l'économie de marché. Simplement, j'essaie de mettre en relief certains événements qui peuvent influer justement sur ces économies-là. L'ennui, c'est que tout se met en place avec du temps. Le temps est important. La guerre n'a que 3 mois. À côté d'une guerre qui fait plus de 10 ans ou 14 ans en Afghanistan, à côté d'autres guerres encore que nous connaissons, éventuellement de la durée éventuelle de celle-là, ça n'est pas grand-chose. Donc, pour l'instant, tous ces circuits dans des convulsions se mettent en place, et c'est dans ces moments-là qu'il est difficile d'envisager ce qui pourrait, par exemple, se passer dans un des pays les plus sensibles, qui est l'Égypte. L'Égypte a connu les émeutes de la faim, l'Égypte a une centaine de millions d'habitants, l'Égypte est un gros consommateur, pas en pourcentage, mais en volume de blé ukrainien. Donc ce type de pays peut être effectivement très touché. Le risque aussi des troubles migratoires ne déstabilise l'Europe, une arme qu'avait d'ailleurs employée la Russie via son allié biélorusse à la frontière polonaise. Il y a tellement de choses dans les troubles migratoires, il y a tellement de migrations, il y a tellement de conflits que c'est plurifactoriel, qu'il est extrêmement difficile de savoir. Ce qui vient de la volonté des gens, ce qui vient de leur manipulation par des États de transit ou des États qui
qui les appellent pour les renvoyer, comme par exemple a fait la Biélorussie pour essayer d'enfoncer les lignes polonaises par migrants interposés. Donc c'est très très difficile. En tout cas, nous assistons, et c'est l'ONU qui le dit, nous n'avons jamais eu autant de migrants sur le sol et surtout autant de migrants sur le sol européen. Les blocus ou comment étouffer un adversaire. Parmi les précédents célèbres, il y a le blocus de Berlin par les soviétiques. C'était en juillet 1948. L'URSS, à l'époque, décide de bloquer les accès terrestres vers la capitale allemande aux 3 puissances occupantes, américains, britanniques et français, qui réagissent en mettant en place un pont aérien pour alimenter la ville. Voyez ces images d'archives. À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Et ces images de tramways bondés sont peut-être les dernières que les Berlinois verront d'ici de longs jours. Comme en un match, en revanche, les alliés de l'Ouest, marquant point pour point, ont mobilisé pour subvenir aux exigences du ravitaillement de la ville une véritable armada aérienne. Chargés de blé et de viande, les appareils se succèdent sur les pistes à la cadence jamais atteinte d'un atterrissage toutes les 2 minutes. Pour la première fois dans l'histoire, une ville de 2 millions d'habitants voit sa consommation de charbon assurée par les airs. Effort prodigieux qui permet de décharger chaque jour les 300 tonnes de combustible nécessaires à la vie de Berlin. Nouvel épisode de cette lutte d'influence qui oppose les Alliés dans la capitale d'un pays vaincu. À l'époque, amiral Olagaray, le pont aérien avait fait échouer le blocus et l'URSS avait fini par le lever. On ne voit pas une telle issue se dessiner cette fois. La Russie est bien le seul acteur présent. Oui, tout à fait. Et je ne vois pas très bien comment, avec les moyens actuels, il serait capable de le faire. On ne pourrait certainement pas rééditer le même exploit, puisque à l'époque, c'était quand même la guerre froide. Les moyens étaient considérables. Les moyens américains en particulier étaient déjà présents en Europe. Et donc, si vous voulez, il y a une différence extraordinaire entre faire survivre une ville et faire survenir aux besoins de tout un pays. L'Ukraine, c'est un grand pays. L'Ukraine, c'était 44 millions d'habitants. C'est colossal. Comment faire pour les soutenir? Alors, bien sûr, les armements d'abord, mais en même temps, bien sûr, l'alimentaire, mais aussi l'énergie. Car il ne faut pas oublier que c'est par le gazoduc Brotherhood qui venait de Russie et qui alimentait l'Europe que s'alimentait aussi l'Ukraine, qui percevait également des royalties et qui les a même perçues pendant très longtemps, pendant la guerre. Merci, amiral Michel Olagaray, d'avoir été avec nous, ancien commandant de l'école navale. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez la retrouver sur nos sites internet franceinfo.fr et france24.com. Très bonne semaine, très bel été à vous.